Bonjour à tous, mon nom est Hugues Vaillancourt. Et moi, Mijanou Bourboulian. Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous partager notre présentation qui s'intitule Euthanasie ou aide médicale à mourir. Nous avons déjà vu dans le module précédent sur la greffe et le don d'organes que la mort n'est pas un concept qui est nécessairement statique. L'homme a ainsi changé ce que représente la mort en modifiant sa manière de la définir. Définir une inactivité cérébrale comme étant une mort a ainsi ouvert la voie afin qu'un prélèvement d'organes devienne socialement, moralement acceptable. Or, dans la présentation d'aujourd'hui qui porte sur l'euthanasie, vous serez en mesure de constater à nouveau comment la mort peut prendre un sens différent. Encore une fois, il s'agit de saisir comment l'emprise de la science, de la technique médicale, a permis à l'homme de redéfinir en partie ce qui était jusqu'à maintenant un phénomène immuable, hors de tout pouvoir humain, qui est ce concept de la mort. Donc, Freud, l'homme rationnel, l'homme savant, l'homo sapiens, en fait, qui psychanalyse la grande faucheuse en personne, pas si bête comme caricature. Débutons avec la description du sujet et d'un cas choisi dans l'actualité récente. Le cas d'euthanasie que nous avons décidé de vous présenter est un cas d'actualité. À la fin de l'année 2013, Serge Pomerleau, âgé de 49 ans, reçoit un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique. Il annonce alors son intention de mettre fin à ses jours. Il avise ses enfants et sa famille que, pour lui, la seule porte de sortie est le suicide, jusqu'au jour où, en décembre 2015, l'aide médicale à mourir devient une option. Confronté au déclin rapide de ses capacités, il formule une demande d'aide médicale à mourir le 14 avril 2016. Un premier médecin confirme qu'il y est admissible. Serge Pomerleau est en fin de vie, ses souffrances augmentent et il lui reste moins d'1 an à vivre. Mais les autorités refusent que son cas soit évalué par un deuxième médecin, une procédure nécessaire au traitement de sa requête. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière demande à Serge Pomerleau de fournir une date de fin de vie pour qu'il puisse obtenir ce deuxième avis. L'homme, alors âgé de 52 ans, sait qu'il veut mourir, mais se sent alors incapable de préciser la date et l'heure exacte. 2 mois après le début de ces démarches, le 14 juin, Serge Pomerleau essaie de mettre fin à ses jours. La tentative de suicide semble alors avoir convaincu les autorités du sérieux de la demande d'aide médicale à mourir de Serge Pomerleau. Affaibli par sa tentative de suicide et fatigué par les procédures, ce dernier plie et propose finalement une date précise. Ce sera une semaine plus tard, le 20 juin, lendemain de la fête des pères. Il décède alors entouré de sa famille et de ses amis. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il est important de bien distinguer les termes suivants. Premièrement, distinguer l'euthanasie de l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir est un concept introduit au Québec dans le cadre de la réflexion ayant mené au projet de loi concernant les soins de fin de vie. Il s'agit d'une forme d'euthanasie, c'est-à-dire un acte qui consiste à poser intentionnellement un geste dans le but de provoquer la mort d'une personne pour mettre fin à ses souffrances. Elle est rigoureusement encadrée, doit être faite par un médecin et est ainsi assimilée à un soin de fin de vie. La définition légale est que il s'agit d'un soin consistant en l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Il faut aussi distinguer l'euthanasie du suicide assisté. L'euthanasie est un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d'autrui pour mettre fin à ses souffrances. L'aide au suicide, pour sa part, désigne le fait d'aider quelqu'un à se donner volontairement la mort en lui fournissant les renseignements ou les moyens nécessaires, ou bien les deux. Finalement, il faut distinguer l'aide médicale à mourir, parfois appelée aussi euthanasie active, de la cessation de traitement qui entraîne la mort, parfois appelée euthanasie passive. La cessation de traitement découle du droit de chaque individu de consentir ou non à des soins, quelle qu'en soit la nature. Cela signifie qu'un patient peut décider de cesser de recevoir un traitement ou refuser de commencer un traitement qui permettrait de le maintenir en vie ou de lui sauver la vie. Par exemple, un patient pourrait demander que l'on cesse l'alimentation assistée
ou il pourrait refuser une réanimation cardiaque. Ces décisions ont pour effet d'entraîner à plus ou moins long terme le décès de la personne. Il n'est question d'aide médicale à mourir que dans les cas où il est nécessaire de poser un acte supplémentaire ayant spécifiquement pour but de causer la mort de la personne. 2 cas de suicide assisté ont fait jurisprudence au Canada et 1 cas d'arrêt de traitement au Québec. En 1991, Nancy B., âgée de 25 ans, est atteinte du syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique mortelle qui l'a laissée complètement paralysée. Elle n'est maintenue en vie que par le moyen d'un respirateur artificiel à l'Hôtel-Dieu de Québec et n'a aucune qualité de vie et aucun espoir de guérison. Elle discute alors avec le personnel de l'hôpital et avec sa famille de la possibilité de retirer tout soutien respiratoire. Il s'agirait alors d'une mort naturelle au lieu d'une vie soutenue artificiellement au moyen de respirateurs. Le tribunal consulté à ce sujet rappelle qu'un patient est libre de ne pas commencer ou de ne pas continuer un traitement. La seule condition préalable est celle d'un consentement éclairé. Le patient devra pouvoir disposer de toute l'information nécessaire sur sa maladie, son traitement possible et les possibilités de soulagement. Dans la décision rendue en janvier 1992 dans l'affaire de Nancy B., la Cour supérieure du Québec tranche qu'une patiente adulte atteinte d'une maladie incurable et clouée au lit pour la vie a le droit de demander à son médecin de débrancher le respirateur qui la maintient en vie. Dans sa décision, le juge cite les articles du Code civil du Québec prévoyant que l'être humain est inviolable et que personne ne peut l'obliger à recevoir un traitement sans son consentement. Cette affaire porte également sur la responsabilité criminelle du médecin qui, à la demande de Nancy B., devrait débrancher le respirateur. Le juge conclut que le médecin ne démontrerait pas une insouciance déréglée ou téméraire s'il débranchait le respirateur à la demande de la patiente et laissait la maladie suivre son cours naturel. Il statue également que le médecin n'aiderait pas la patiente à se suicider ni ne commettrait un homicide, puisque la mort de Nancy B. résulterait de sa maladie. Le deuxième cas est celui de Kathleen Carter. Kathleen Carter, une résidente de 89 ans, est atteinte de sténose rachidienne, qui est une détérioration progressive des nerfs. Elle vit dans un centre de soins de longue durée à Vancouver et est dans un fauteuil roulant. La détérioration de son état a progressé jusqu'à son cou et son menton et vers le bas à ses pieds. Elle ne peut plus manger par elle-même, se déplacer par elle-même et est incontinente. Chaque jour, sa situation s'aggrave et elle craint d'être réduite à une condition où elle devrait compter sur les autres pour tous ses besoins et ne souhaite pas vivre dans un état de misère dépourvu de dignité et d'indépendance. C'est pourquoi, un jour, elle demande le droit de mourir avec dignité et que, en janvier 2010, elle s'envole à Zurich, en Suisse, avec sa famille, dans une clinique appelée Dignitas, pour subir un suicide assisté. Le 15 janvier, elle est devenue la 10e Canadienne à décéder des suites du suicide assisté aux cliniques Dignitas. Elle voulait le faire au Canada, mais ne pouvait pas car le suicide assisté était alors une infraction criminelle. Un autre cas a également fait jurisprudence au Canada, soit celui de Gloria Taylor. Gloria Taylor, atteinte de la maladie neurodégénérative de Lou Gehrig, était la demanderesse principale dans la cause qui a mené la Cour suprême de la Colombie-Britannique à stipuler en juin 2012 que la loi sur le suicide assisté était inconstitutionnelle car elle violait l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, car contrairement aux personnes physiquement aptes, les personnes ayant une déficience physique ne sont pas en mesure de se suicider. Nous vous parlons maintenant des aspects juridiques liés à l'euthanasie. Au Québec, une loi concernant les soins de fin de vie est entrée en vigueur en décembre 2015, soit la loi 52. La loi concernant les soins de fin de vie vise l'organisation et l'encadrement des soins palliatifs, de façon à ce que toute personne ait accès à des soins de qualité, adaptés à ses besoins, et ce, tout au long de l'évolution de sa maladie. Elle a 2 volets. Le premier concerne les droits, l'organisation et l'encadrement relatifs aux soins de fin de vie, qui comprennent les soins palliatifs,
incluant la sédation palliative continue, l'utilisation d'une sédation constante pour la prise en charge des symptômes durant la fin de la vie lorsqu'un patient approche de sa mort, et l'aide médicale à mourir. La reconnaissance de la primauté des volontés exprimées clairement et librement par la mise en place du régime des directives médicales anticipées, soit l'expression des volontés du patient en prévision de l'inaptitude à consentir à des soins. Les critères pour demander l'aide médicale à mourir, toutes ces conditions doivent être réunies, sont les suivants. Être assuré au sens de la loi sur l'assurance maladie, ce qui fait en sorte d'éviter le tourisme de la mort. Être majeur, être apte à consentir aux soins, c'est-à-dire être en mesure de comprendre la situation et les renseignements transmis par les professionnels de la santé, ainsi que de prendre des décisions. Dans la mesure prévue par le Code civil, le mineur de 14 ans et plus et pour le mineur ou le majeur inapte, la personne qui peut consentir aux soins pour lui peuvent également prendre une telle décision. Un autre critère est d'être en fin de vie, être atteint d'une maladie grave et incurable, avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, et finalement éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Concernant la forme de la demande d'aide médicale à mourir, la personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande d'aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Avant d'administrer l'aide médicale à mourir, le médecin doit d'abord s'assurer que la personne qui en fait la demande respecte toutes les conditions prescrites, notamment en s'assurant auprès de la personne en fin de vie que la demande provient d'elle-même et qu'elle ne résulte pas de pression extérieure. Il doit aussi s'assurer auprès d'elle qu'elle comprend bien l'importance de sa demande, notamment en l'informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences. Il doit s'assurer aussi de la persistance de ses souffrances et de sa volonté exprimée de façon répétée d'obtenir l'aide médicale à mourir, en discutant avec elle à des moments différents. Il doit aussi discuter de la demande de la personne avec des membres de l'équipe de soins qui sont en contact régulier avec elle et avec ses proches si elle le souhaite. Ensuite, il doit s'assurer que la personne a eu l'occasion de discuter de sa demande avec les personnes qu'elle souhaitait contacter et il doit obtenir l'avis d'un second médecin indépendant confirmant le respect des conditions à respecter pour obtenir l'aide médicale à mourir. Si le médecin conclut qu'il peut administrer l'aide médicale à mourir à la personne qui la demande, il doit la lui administrer lui-même, l'accompagner et demeurer auprès d'elle jusqu'à son décès. S'il conclut toutefois qu'il ne peut administrer l'aide médicale à mourir, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa décision. Finalement, il peut refuser d'administrer l'aide médicale à mourir en raison de ses convictions personnelles et un professionnel de la santé peut refuser de participer à son administration pour le même motif. Il doit néanmoins s'assurer de la continuité des soins offerts à la personne, conformément à ce qui est prévu à leur code de déontologie et à la volonté de la personne. Au Canada, c'est la loi C-14, Loi fédérale sur l'aide médicale à mourir, qui est entrée en vigueur le 17 juin 2016. Les critères du projet de loi sont être un adulte, âgé au moins de 18 ans, mentalement capable de prendre pour lui-même ses décisions en matière de soins de santé, avoir un problème de santé grave et irrémédiable, faire une demande volontaire d'aide médicale à mourir qui ne peut résulter d'une pression extérieure, donner son consentement éclairé à recevoir l'aide médicale à mourir et finalement être admissible aux services de santé financés par le gouvernement du Canada. Il y a certaines différences entre la loi québécoise et la loi canadienne concernant l'aide médicale à mourir et certains éléments de ces lois sont critiquables. Au Canada, la ligne de conduite est souple et porte à interprétation. La vie est en quelque sorte une maladie incurable qui mène vers une mort raisonnablement prévisible. Cette loi inclut aussi le suicide assisté. Malgré sa ligne de conduite souple, certains stipulent qu'elle ne va pas assez loin, c'est-à-dire ne permet pas l'accès légal à suffisamment de personnes. L'effet, bien sûr, sera de priver tout un groupe de patients qui éprouvent des souffrances persistantes et intolérables sans pour autant souffrir d'une maladie terminale. Des cas de cour ont déjà, à ce jour, validé l'euthanasie chez des personnes qui ne répondaient pas aux définitions de la nouvelle loi canadienne.
Est-ce que la loi canadienne s'adaptera au fur et à mesure des nouveaux cas de jurisprudence, surtout considérant que sa formulation consistait justement en une réponse au cas de jurisprudence de Carter et Taylor? Au Québec, la loi 52 semble avoir préséance puisque la loi fédérale indique qu'il revient aux provinces de gérer l'application de la ligne de conduite fédérale. Néanmoins, n'importe quel patient peut légalement se rapporter à la loi qui lui permet l'accès, même si l'autre loi ne lui permet pas. Typiquement, un patient peut ne pas se qualifier pour la loi québécoise, mais pour la loi canadienne. Aussi, les nouveaux changements au Code criminel permettent l'euthanasie volontaire et le suicide assisté. Quant à elle, la loi du Québec ne permet que l'euthanasie volontaire. Il y a également des différences au niveau des personnes qui sont admissibles. Par exemple, dans le cadre de la nouvelle loi fédérale, une souffrance intolérable doit être causée par un problème médical. Ce n'est pas une exigence stricte en vertu de la loi du Québec. De plus, la loi du Québec exige que le patient soit en fin de vie. La nouvelle loi indique que les services peuvent être fournis à une demande à une personne dont la mort est raisonnablement prévisible. Il n'y a pas de délai requis avant la mort. Si l'on revient au cas de Serge Pomerleau, celui-ci était admissible à l'aide médicale à mourir selon la nouvelle loi fédérale, étant donné que ses souffrances étaient causées par une maladie et que celle-ci devenait de plus en plus intolérable. Il était aussi admissible selon la loi québécoise, étant donné qu'il lui restait moins d'1 an à vivre. Il était donc en fin de vie. Cependant, la loi québécoise spécifie également qu'il n'y a pas de délai requis avant la mort. Donc, le CI3S de la Naudière n'aurait pas dû lui demander une date précise à laquelle il souhaitait mourir. Il aurait dû pouvoir décider par lui-même de ce délai. Le Code criminel a aussi dû être modifié en fonction de l'aide médicale à mourir. Celui-ci prévoyait que nul n'a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée et un tel consentement n'atteint pas la responsabilité pénale d'une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement. Dans le contexte médical, un médecin qui, à la demande d'un patient, injectait à celui-ci une substance délétère était criminellement responsable du décès du patient. Cependant, l'aide médicale à mourir a été adoptée comme un amendement au Code criminel, modifiant ce dernier afin notamment de créer des exemptions à l'égard des infractions d'homicide coupable, d'aide au suicide et d'administration d'une substance délétère, dans le but de permettre aux médecins et aux infirmiers praticiens de fournir l'aide médicale à mourir et aux pharmaciens ainsi qu'à d'autres personnes de leur porter assistance à cette occasion. Aussi de préciser les critères d'admissibilité et les mesures de sauvegarde à respecter préalablement à la prestation de l'aide médicale à mourir. Il permet aussi de créer de nouvelles infractions relatives au non-respect des mesures de sauvegarde, à la falsification ou à la destruction de documents relatifs à l'aide médicale à mourir, à l'omission de fournir les renseignements exigés ou à la contravention des règles. Aussi, il prévoit des examens indépendants des questions portant sur les demandes d'aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. L'euthanasie suscite certains enjeux éthiques et aussi certaines questions. Premièrement, il y a la notion de consentement et la capacité au consentement. On pourrait se demander si des proches pourraient un jour formuler le souhait d'une euthanasie pour un patient qui ne peut consentir et qui est souffrant, en fin de vie, et si c'est possible actuellement. Par exemple, la possibilité que l'entourage d'une personne âgée, très malade et souffrant de la maladie d'Alzheimer, exerce des pressions qui mèneraient à l'euthanasie. On peut aussi se demander comment considérer la dépression, s'il s'agit d'une cause d'un jugement erroné sur un souhait d'être euthanasié, ou s'il s'agit d'une conséquence comme une autre, une souffrance psychologique, due à la maladie incurable, ce qui ne fait que renforcer le souhait d'être euthanasié pour éviter cette conséquence négative. Certains experts de la santé mentale craignent que la loi sur l'aide médicale à mourir donne une option plus facile aux personnes atteintes de dépression, qui pourraient alors choisir le suicide assisté au détriment des traitements conventionnels. Il y a aussi la notion de dignité de la vie humaine. À ce propos, on peut se demander si la dignité est dans la survie à tout prix ou dans la qualité de vie. Il peut y avoir un conflit de valeurs entre la qualité de vie et le caractère sacré de la vie. Le conflit réside moins dans la reconnaissance du caractère sacré de la vie que dans la manière de respecter celui-ci. Soit il faut tout faire pour préserver la vie, soit il faut y mettre fin lorsqu'elle perd son sens.
Également, il y a un questionnement concernant la présence prépondérante de techniques biomédicales. Elles soignent, elles soulagent, mais elles prolongent aussi la vie, possiblement au détriment de sa qualité. Dans ces circonstances, nous pouvons nous demander si nous devrions éviter de donner certains soins et redonner une place au vieillissement non médicalisé, à la mort naturelle. Il y a également certains enjeux et questionnements concernant la responsabilité du professionnel, de la société et de l'État. Concernant la responsabilité du professionnel, celle-ci est de traiter et soigner le patient de sa maladie et des souffrances. Mais nous pouvons nous demander si aider un patient à mourir est un soin. Il y a également des incertitudes concernant la formation des professionnels de la santé et des services sociaux, à savoir si celle-ci est suffisante pour les situations de fin de vie. Au niveau de la responsabilité de la société envers les personnes qui vont mourir, nous pouvons nous demander si le fait de légaliser l'euthanasie ou l'aide au suicide favorisera la discrimination envers les personnes malades et si cela encouragera les médecins à proposer ces traitements aux patients trop rapidement, comme des solutions dans le cas de maladies jugées d'emblée incurables. Au niveau de la responsabilité de l'État, nous pouvons nous demander si les personnes vulnérables aux pressions et à la discrimination sont suffisamment protégées. Et dans le contexte actuel, si l'État assume sa responsabilité de couvrir les besoins des personnes en fin de vie. Il y a également un questionnement par rapport à la meilleure manière d'organiser les soins pour les satisfaire et si la médicalisation de la fin de la vie constitue le meilleur moyen pour combler ce besoin. Il y a également des enjeux liés à la stricte interprétation des lois. Notamment, il y a des risques associés à ce que des patients québécois refusés selon l'interprétation des critères d'une loi ou d'une autre aient recours à certains arrêts de traitement pour aggraver leur situation médicale et ainsi se qualifier plus facilement à l'une des deux lois. Il y a des cas qui ont été représentés récemment par Maître Jean-Pierre Ménard où des patients à qui l'accès à l'aide médicale à mourir a été refusé ont cessé leur alimentation pour aggraver leur condition médicale. Ceci interpelle le sujet de l'alimentation et de l'hydratation assistée et représente un refus de traitement médical qu'ils ont le droit de refuser en connaissance des conséquences probables sur leur santé. Nous pouvons nous demander si c'est bien là l'esprit que la loi endosse, c'est-à-dire encourager, inciter des gens déjà souffrants à devoir se faire davantage violence pour obtenir la mort dont ils ont déjà formulé le désir. Aussi, nous pouvons nous demander quel encadrement fournir aux patients qui se voient refuser l'aide médicale à mourir, si nous leur offrons le même support psychologique que l'on offrirait à une personne jugée suicidaire. Il y a aussi des risques de dérive associés au fait de cesser de soigner un patient en attente de l'aide médicale à mourir. Notamment, il y a un risque que certains membres du personnel médical cessent de fournir les soins de confort, comme l'hygiène et la nourriture, et néglige le patient dans l'intermède entre son acceptation à l'aide médicale et l'acte d'euthanasie. Même un patient qui refuse un traitement ne signifie pas qu'il refuse tous les traitements, soins et attention. Donc, il est important de rappeler le contexte de soins dans son ensemble avant la stricte application légale des lois. Le patient doit en tout temps pouvoir revisiter ses choix et décisions, comme se raviser pour l'aide médicale à mourir à la dernière minute, sans subir les remontrances du personnel médical. Il y a aussi un risque de la part du personnel médical de stigmatiser un patient qui décide légitimement de repousser le moment prévu de réception du traitement d'euthanasie. À mon tour maintenant de prendre le relais, nous commencerons par parler des différentes théories et principes éthiques qui peuvent nous aider à faire la lumière sur le sujet de l'euthanasie et de l'aide médicale à mourir. Déclinons d'abord les différentes écoles éthiques qui appartiennent au courant du déontologisme. Rappelons à cet effet la maxime d'Emmanuel Kant, qui stipule qu'il y a dans l'action libre de l'homme un principe du bien qui vaut en soi. Il y a d'abord l'éthique des droits, qui nécessairement concerne surtout les patients. On stipule dans les chartes des droits et libertés, la charte québécoise comme la charte canadienne, différents droits qui reviennent à tous les individus d'une collectivité. On parle notamment du droit à la vie, à l'intégrité, la liberté, le droit d'être secouru lorsque sa vie est en péril, et également du droit à la dignité et à l'honneur. Ces différents droits impliquent donc de facto un droit à recevoir des soins de santé lorsque nous sommes affectés par la maladie. Aussi, faut-il remarquer que si on parle d'un droit à la vie ou d'un droit à recevoir des soins de santé, à obtenir des différents soins de santé, cela implique également un droit de pouvoir refuser, de pouvoir
ne pas se prévaloir de ses certains droits. Donc, renoncer au droit à la vie équivaut en quelque sorte à un droit à demander la mort ou à obtenir la mort, comme dans le cas de l'euthanasie. Au sein du déontologisme, il y a également l'éthique des devoirs. À l'opposé, cette école éthique semble concerner davantage le personnel soignant, le médecin et encore les organisations de santé en général. Il y a d'abord différents codes d'éthique déontologique qui gèrent l'acte professionnel des différents professionnels de la santé. Également, on stipule dans la mission des différents professionnels et des différentes organisations un devoir de prendre soin, ce qui peut faire référence à un autre courant éthique qui est l'éthique du care. Prendre soin est un concept qui dépasse la simple intervention qui cherche à rétablir la fonction biologique ou physiologique. Prendre soin, c'est aussi respecter les souhaits, les attentes du patient, qui peuvent être d'autres ordres, comme l'ordre du bien-être psychologique, social, spirituel. Si la souffrance n'est pas un concept attribuable seulement à la notion de corps, alors celle de soin ne devrait pas se limiter à la notion de corps seulement, mais devrait être beaucoup plus intégrative des différentes facettes du bien-être d'un patient. Abordons maintenant le procéduralisme. Il ne s'agit pas d'une école éthique qui a été étudiée dans le cadre du cours Introduction à la bioéthique. Néanmoins, il s'agit d'une pensée morale que nous trouvions fort à propos pour aborder des sujets de soins de santé, dont l'euthanasie et l'aide médicale à mourir. Le procéduralisme repose sur le concept d'agir communicationnel de l'auteur et philosophe Jürgen Habermas. Cette pensée éthique stipule que le bien-fondé moral d'une action repose sur une libre discussion des membres et une entente entre ceux-ci sur les actions à entreprendre face à un dilemme moral. Dans le contexte des soins en général, cela implique donc un droit de parole et une franchise de la part de toutes les personnes impliquées. Cela implique également que nul ne peut décider seul si d'autres personnes sont touchées par la décision qui sera prise. Il faut donc atteindre une certaine entente, un certain consensus. Chaque partie prenante trouve donc une satisfaction morale de répondre aux besoins des différentes personnes impliquées dans la décision. Comment cela se traduit-il pour le cas d'une demande à l'euthanasie ou à l'aide médicale à mourir? On constate facilement que la loi québécoise sur l'aide médicale à mourir est teintée en partie d'une certaine pensée qui est propre au procéduralisme. En effet, plutôt que de laisser simplement le droit ou la liberté au patient de choisir la procédure pour l'euthanasie, il y a certaines balises qui sont indiquées afin que le patient et le médecin puissent échanger ensemble à plus d'une reprise sur le souhait du patient et sur les différentes possibilités thérapeutiques qui sont possibles dans le cadre de la maladie ou de la souffrance du patient. Il se dégage de cette procédure donc un certain souhait qu'il y ait une entente, un accord commun sur la demande ou l'obtention du droit à l'aide médicale à mourir par le patient. Abordons maintenant les différentes écoles éthiques qui appartiennent au courant du conséquentialisme. Il y a évidemment l'utilitarisme qui, comme on le sait tous, stipule que le bien-fondé moral d'une action repose sur sa capacité à entraîner le maximum de bonheur, de bénéfices et le minimum de tort pour le plus grand nombre de personnes concernées. On peut faire une légère distinction entre un utilitarisme de l'acte et un utilitarisme de la règle. Effectivement, dans le cas de l'euthanasie, la situation légale au Canada témoigne des deux cas. D'abord, l'adoption des récentes lois sur l'aide médicale à mourir témoigne d'un utilitarisme de la règle. Alors que lorsqu'on voit par exemple dans l'actualité, dans les médias, des personnes qui se sont vues refuser l'accès à l'euthanasie selon les lois et les critères actuels, ont quand même pu obtenir gain de cause une fois leur cas évalué de manière individuelle en cours. Qu'importe le type d'utilitarisme dont il est question, il est bien de rappeler que la conséquence de l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire la mort, n'est en soi
pas habituellement une situation qui est jugée comme entraînant des bénéfices. Or, si on prend la situation d'un patient qui souffre d'une maladie que l'on jugera au niveau médical comme incurable, on peut alors déduire que dans ce cas particulier, l'obtention à l'euthanasie, à l'aide médicale à mourir, ne représente pas en soi un bénéfice supérieur, mais à tout le moins une diminution des torts, des préjudices qui sont causés à cette personne qui souffre. Par déduction, on diminue aussi le tort qui est causé aux proches de ce patient qui sont peinés de le voir souffrir dans la maladie. L'utilitarisme nous rappelle également d'aborder le thème de la gestion des ressources en santé. En effet, les soins de maintien de vie sont souvent des soins qui sont très coûteux, qui mobilisent beaucoup de ressources, alors que il s'agit de personnes qui, pour lesquelles on peut à tout le moins prévoir une mort prochaine. Donc, techniquement, au niveau de la population, légaliser l'euthanasie pourrait permettre de libérer certaines ressources pour d'autres personnes affectées par des maladies qui, elles, s'avèrent plausiblement plus guérissables. Passons maintenant à une autre école éthique qui appartient au conséquentialisme. Il s'agit du principe de précaution. Ce principe est d'abord né de discussions par rapport à la protection de l'environnement et au mouvement pro-écologie. Cependant, il semble fort pertinent à appliquer au domaine des soins de santé et notamment à l'euthanasie. Dans le cadre justement de l'euthanasie, le principe de précaution peut être interprété à deux niveaux. D'abord, il encourage à agir avec prudence dans tous les traitements qui sont proposés aux patients. Les risques et effets secondaires associés au traitement devraient être prévenus ou minimisés. Alors que certains soins de vie peuvent contenir une certaine incertitude et peuvent représenter parfois de l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie, elle, semble plus certaine quant à l'élimination des souffrances et moins incertaine sur des risques potentiels collatéraux, puisque l'euthanasie entraînera le décès du patient, inévitablement. D'autre part, le principe de précaution est pertinent aussi à utiliser pour analyser la situation de la légalisation de l'euthanasie. Comme il s'agit d'un acte médical qui est permis de manière relativement récente, le principe de précaution supporte que les lois aient eu recours à des balises et des critères clairement définis. Cela permet de limiter certaines dérives morales potentielles qui seraient liées au fait de légaliser n'importe quel souhait de mourir, même chez des patients qui ne seraient, par exemple, pas dans une condition médicale grave. Terminons la section sur le conséquentialisme avec l'éthique des valeurs et l'éthique des vertus. Dans les deux cas, on peut faire valoir différentes valeurs ou différentes vertus afin d'analyser le dilemme moral propre à l'euthanasie. Nous avons choisi d'attirer votre attention dans le cadre de l'éthique des valeurs sur la solidarité et le communautarisme. Ces valeurs semblent argumenter en faveur d'une légalisation de l'euthanasie afin de manière solidaire, d'être compatissant envers les personnes qui souffrent et également afin de permettre à ces gens d'avoir accès à cette technique médicale qui existe, qui a été développée et dont tous et chacun peuvent profiter puisque c'est la collectivité qui a investi afin de développer un tel savoir médical. En ce qui concerne l'éthique des vertus, différentes vertus peuvent être mobilisées pour expliquer le bien-fondé moral de l'accès à l'euthanasie. L'utilisation de ces vertus pourra toujours dépendre de l'interprétation qu'en fait chaque individu ou la communauté au sens général. Dans un cas comme l'autre, il nous semble que fournir l'accès à l'euthanasie répond aux vertus comme la dignité, la prudence, le courage, la maîtrise de soi, l'altruisme, la générosité et la sérénité.
Nous pouvons également analyser le dilemme moral de la légalisation de l'euthanasie grâce au principalisme. Le premier principe, autonomie, est fort assimilable à l'éthique déontologique des droits du patient, tel que vu précédemment dans la présentation. Le principe d'autonomie nous rappelle également le concept de consentement libre et éclairé du patient. Donc, ce patient peut recourir à n'importe quel soin de santé, dont ce soin particulier que représente l'euthanasie, à condition qu'il puisse consentir de manière libre et éclairée. Nous pouvons également aborder le principe de bienfaisance et de non-malveillance. L'équilibre entre ces deux principes nous rappelle en quelque sorte que les autres traitements disponibles qui pourraient être davantage bénéfiques ou du moins malveillants devraient être offerts aux patients avant de recourir à cet ultime traitement que représente l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir. Le principe de bienfaisance et le principe de non-malveillance nous rappellent également l'importance de la place des soins palliatifs par rapport à l'euthanasie. Ainsi, il faudrait peut-être davantage d'emblée offrir des soins palliatifs qui semblent bienveillants et moins malveillants que de recourir systématiquement à l'euthanasie dans le cadre des maladies incurables. Abordons le quatrième et dernier principe du principalisme, qui est le principe de justice. Ce principe permet de mettre en relief des enjeux inhérents quant à l'applicabilité d'une loi favorisant l'accès à l'euthanasie. Nous aimerions attirer ainsi votre attention sur certains enjeux spécifiques. D'abord, il y a dans le contexte du système de santé québécois le fait de la capacité limitée des ressources en santé, particulièrement des places limitées en soins palliatifs et des difficultés d'accès à des soins de confort à domicile. Il s'agit là malheureusement d'une situation qui témoigne d'une injustice parmi les personnes souffrantes et en fin de vie. Il faudrait donc éviter que l'adoption récente de lois sur l'accès à l'euthanasie nuise à résoudre cette injustice dans l'accessibilité à ce type de soins. Et il faudrait éviter que l'euthanasie devienne ainsi injustement la solution la plus aisément disponible pour diminuer, abréger les souffrances chez ces patients. On peut également parler du tourisme de la mort. Avant que des lois favorisant l'accès à l'euthanasie soient adoptées au Québec et au Canada, des gens qui souhaitaient mettre fin à leur jour, à leur souffrance dans la maladie, devaient se rendre dans certains autres pays pour pouvoir bénéficier de la procédure dont qu'ils souhaitaient recevoir. Cela témoignait donc également d'une certaine injustice de ne pas pouvoir être soignés, traités dans leur pays, dans le système de santé qu'ils connaissaient déjà très bien. Dernier point au niveau de la justice, on peut craindre certaines disparités au niveau de l'application de la loi facilitant l'accès à l'aide médicale à mourir. En effet, comme il faut un accord d'un deuxième médecin, on peut supposer que dans certaines régions éloignées, certains patients aient davantage de difficultés à obtenir avec la même facilité et la même rapidité accès à leur requête d'aide médicale à mourir. Dernier point de cette diapositive, nous avons tenté, sous une certaine formulation, de conjuguer le contre-pouvoir des 4 principes du principalisme ensemble. Exposons maintenant les différents arguments en débat. Parlons d'abord des arguments en faveur de l'euthanasie. En effet, ne pas légaliser l'euthanasie pourrait représenter une manière de brimer différents droits des patients, notamment des droits à l'autonomie et l'autodétermination et la liberté de choix des personnes. Aussi, certaines craintes subsistent quant aux différentes possibilités d'acharnement thérapeutique pour des patients qui souffrent en fin de vie. La légalisation de l'euthanasie permet ainsi de limiter ce risque d'acharnement thérapeutique pour certains individus.
Également, mentionnons les différentes limites de l'efficacité des soins palliatifs tels qu'ils sont développés aujourd'hui afin de réduire la douleur et la souffrance de certaines personnes. Également, nous pouvons dire que malgré son caractère illégal, le suicide assisté a quand même cours. Donc, la légalisation de l'euthanasie permet à tout le moins de permettre d'entraîner la mort chez certains patients qui souffrent grâce à certaines balises claires et un certain contrôle médical. Dernier argument, la distinction entre l'abstention et l'interruption de traitement et le suicide assisté ne résiste pas à l'examen, car il n'y a pas de véritable portée morale à la distinction entre l'acte et l'omission. D'autre part, nous pouvons également soulever des arguments qui sont contre la légalisation de l'euthanasie. D'abord, si nous donnions les réels moyens de fournir des soins palliatifs de qualité à tout le monde, cela pourrait vraisemblablement réduire la demande de recours à l'euthanasie. Cet argument est celui qui est mobilisé notamment par la maison de soins palliatifs Michel Sarrazin dans la région de Québec. Également, un autre argument est de dire qu'il est important de préserver la valeur sociale fondamentale du respect à la vie et donc que tuer, même dans un contexte médicalement encadré qu'est l'aide médicale à mourir, représenterait malgré tout un acte qui est intrinsèquement mauvais. Légaliser l'euthanasie pourrait également entraîner des abus, en particulier à l'endroit notamment des personnes vulnérables au niveau social, au niveau intellectuel ou même au niveau financier. On peut souligner également que des mesures législatives qui permettent l'euthanasie pourraient limiter l'amélioration des efforts quant à améliorer les soins aux personnes en fin de vie. Dernier point, soulignons que depuis la légalisation des pratiques d'aide médicale à mourir, particulièrement au Québec, plusieurs études témoignent d'un inconfort actuel qui subsiste parmi les médecins québécois, qui sont les premières personnes à autoriser et à aider les patients à cheminer dans leur demande d'aide médicale à mourir. En dernier lieu, nous aimerions vous présenter notre position collective quant à l'euthanasie et l'aide médicale à mourir. Notre position collective repose principalement sur une remise en question de la pertinence du débat entre la position pro et la position anti-euthanasie. En effet, il ne semble pas vraiment pertinent de devoir trancher pour une position ou l'autre, mais plutôt de parler de l'euthanasie comme une option de soins qui s'inscrit dans un continuum de services, de savoirs techniques médicaux comme les autres qui existent actuellement et qui doit être discuté et délibéré dans son contexte précis, dans le contexte individuel d'un patient. Ainsi, nous trouvons qu'il y a un bien fondé dans le processus qui mène à une décision libre et éclairée de recourir à l'euthanasie. Les lois récemment adoptées au Québec et au Canada témoignent justement de critères communs, de procédures balisées, qui, selon notre opinion, encadrent de manière vraisemblablement morale la pratique de l'euthanasie. Nous soulignons donc qu'il y a une certaine insuffisance dans la loi seule, mais il faut bien connaître l'esprit de la loi, c'est-à-dire la réflexion qui soutient l'utilisation de cette loi. Nous tenons néanmoins à souligner qu'il semble y avoir un malaise important actuellement chez certains professionnels et également au sein de certaines tranches de la population générale. Il semble donc subsister un besoin d'effectuer davantage de réflexion publique, de formation, afin de conscientiser les gens et de leur permettre d'exposer leur point de vue et leur réticence face à l'application de ces lois pour l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir. Dernier point, et probablement le plus important, nous estimons qu'il ne faut pas encourager l'euthanasie,
mais il ne faut toutefois pas l'interdire non plus. Notre prise de position collective nous amène à parler à nouveau du cas de M. Serge Pomerleau. Nous trouvons que cet exemple de cas illustre bien les dangers d'une stricte interprétation légale qui ne rend pas service à l'esprit de la loi, à ce que cette loi visait à protéger d'emblée. Ainsi, l'exemple de M. Pomerleau témoigne d'un certain manquement quant à l'autonomie, quant à la dignité de ce patient, et aussi un manquement de la part du personnel médical au niveau de la compassion, de l'altruisme envers M. Pomerleau dans sa demande d'accès à l'euthanasie. Nous nous demandons vraiment si la loi gagnerait à préciser certains éléments flous tels que ce fameux choix d'une date, ou s'il s'agit plutôt d'une mauvaise compréhension de la part de certaines personnes de la loi et surtout, encore une fois, de l'esprit de la loi telle qu'elle est formulée actuellement. Le cas de M. Pomerleau amène également à se questionner sur la pertinence de tenir un débat sur le suicide assisté de manière plus importante, principalement au Québec, puisque le suicide assisté a jusqu'à présent été légalisé seulement au Canada. En effet, M. Pomerleau a lui-même tenté de mettre fin à ses jours via le suicide, comme sa demande à l'euthanasie traînait de la patte au niveau de l'organisation de santé où il était pris en charge. Maintenant, quelques questions pertinentes qui demeurent en suspens. Nous vous laisserons le soin ici de prendre connaissance des différentes questions qui, selon nous, demeurent irrésolues en ce qui a trait le dilemme moral de l'accès à l'euthanasie. Néanmoins, nous prendrons le temps de souligner les questions qui, disons, nous empêchent davantage de dormir. Notamment, est-ce que les personnes qui deviennent inaptes au cours du traitement de leur demande d'aide médicale à mourir mériteraient de voir leur demande honorée malgré leur inaptitude et leur incapacité donc à reconfirmer leur choix au moment de la procédure d'euthanasie. Aussi, est-ce que le refus de certains médecins actuellement de procéder à l'aide médicale à mourir représente une injustice pour les patients? Est-ce que les médecins devraient être nécessairement obligés de répondre à la demande de certains patients malgré leur inconfort personnel? Dernier point, est-ce que la place qu'on accorde actuellement au débat sur l'euthanasie est vraiment pertinente lorsque cette mesure concerne très peu de gens et que d'autres mesures de santé, notamment en santé publique, pourraient améliorer le sort, améliorer la santé d'un plus grand nombre de personnes et diminuer l'incidence de maladies graves qui, elles, peuvent mener à une situation de souffrance en fin de vie. Pour conclure, pourquoi ne pas recourir à nouveau à une caricature? Nous avons défendu l'idée qu'il y avait une grande valeur morale au processus de délibération qui a notamment mené le Québec à adopter un accès facilité à l'euthanasie, toutefois en lui apposant certaines balises légales et morales sous une dénomination d'aide médicale à mourir. À l'image de cette caricature, il faut donc rappeler l'importance du processus délibératif, décisionnel, qu'il y a entre l'équipe médicale ou le médecin et le patient dans la dispensation des soins. Qu'est-ce que le patient exprime, formule comme désir ou besoin? Comment le médecin interprète-t-il ses besoins? Bref, parle-t-il le même langage? Si ces préoccupations s'appliquent à l'ensemble de la pratique des soins, il semble bien que dans le cas de cet ultime soin que représente l'euthanasie, nous devions d'autant plus nous rappeler que la raison d'être de l'acte médical consiste avant tout à être dédié à comprendre le patient. Voici une liste de nos références.